Bonjour à tous. Merci d'abord à Irène Boisdana et à William Gilles de m'avoir invité à cet échange et à présenter ce nouveau concept qu'en effet j'ai initié dans le creuset du développement de la profession de médiateur en France, le droit à la médiation. Et au passage, je voudrais aussi remercier l'institution de Paris 1 Sorbonne, dont j'ai connu les bancs dans les années 1980. Ça me donne l'occasion de présenter largement une innovation qui prend du temps à se faire entendre, avant sans doute dans le même cheminement qu'indiquait Arthur Schopenhauer, qu'elle connaisse un moment de triomphe et puis qu'elle devienne une banalité. Donc le droit à la médiation, ça a souvent été considéré comme un paradoxe. Déjà, au tout début, quand je l'ai indiqué, parce que je parlais de médiation obligatoire. Alors, quand on parle de médiation obligatoire, vous allez voir, c'est médiation obligatoire, droit à la médiation, c'est pareil. Mais c'est une autre manière d'emballer l'idée de façon à mieux la faire passer. Déjà, au temps de la Révolution française, ils avaient eu ce problème de faire passer l'idée de l'instruction obligatoire. Et donc, ils avaient fait passer l'idée plus facile du droit à l'instruction. Donc, il me revient de vous dire pourquoi, aussi, et en quoi, si la médiation sous sa forme traditionnelle relève de ce qu'on appelle des ADR et des marques, la médiation devenue professionnelle n'en relève pas. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que la médiation, c'est Alternative Dispute Resolution, et puis ou mode alternatif de règlement des conflits. Mais en fait, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il existe des conceptions très différentes de la médiation, et que quand on devient acteur d'une profession, telle que la profession de médiateur, eh bien, on sort complètement de cette manière de considérer la médiation. La médiation professionnelle, ce n'est pas un mode alternatif de règlement des différends, c'est en soi un mode de règlement des différends, et je vais développer cette idée-là. En 2001, j'aimais dire que la médiation était une discipline à part et à part entière. Maintenant, donc, William Gilles l'a évoqué à plusieurs reprises, j'ai réajusté mon propos en fait, parce que c'est une pratique très variée, et quand elle est professionnelle, elle a comme objectif de promouvoir la qualité relationnelle. Bien plus que le droit, c'est la qualité de la relation qui est au cœur de la profession de médiateur. Et il y a une technique, comme la justice, le système judiciaire a une méthodologie, c'est le droit. Eh bien, la médiation professionnelle a une méthodologie, c'est l'ingénierie relationnelle. Et donc, le droit et le système judiciaire a un paradigme, ça s'appelle le contrat social dans sa globalité. Et le paradigme de la médiation professionnelle, eh bien, c'est l'entente et c'est l'entente sociale. Donc ça veut bien dire effectivement un changement de paradigme assez profond. Donc j'ai bien conscience que parler à des personnes qui se forment complètement au droit, c'est s'engager comme ça à parler du droit à la médiation, c'est une idée qui peut bien paraître paradoxale et puis être aussi a priori inadaptée. Le sujet n'est pas de grande évidence, en tout cas au regard des habitudes de pensée. Il faut arrêter de voir la paille brisée quand elle est glissée dans un verre d'eau. C'est pas facile de ne pas se considérer, tiens, on regarde un verre d'eau, et puis on glisse une paille dedans, et on voit qu'elle est brisée. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de ne pas regarder, de ne pas considérer qu'elle est brisée. Ça ne peut être que redressé par la raison. Parce que c'est l'outil de la raison qui nous fait dire, ben non, en réalité, ça, c'est une illusion. La réfraction de la lumière me fait montrer quelque chose qui n'existe pas. Il est plus familier d'aborder la thématique de la médiation sous l'angle des textes qui en préconisent la mise en œuvre, c'est-à-dire sous l'angle du droit de la médiation, celui qu'on écrit et qui dicte les comportements et les façons de faire ou de ne pas faire. Donc, ce que je vous propose, c'est d'entrer sans faire des fractions, d'entrer dans cette distinction entre le droit de la médiation et le droit à la médiation. Avec le droit de la médiation, il est question des textes issus d'une autorité de tutelle régissant un dispositif. Donc vous entendez bien que quand je parle de droit, je parle d'un système d'autorité.
Je parle d'une modélisation. Je ne voudrais pas rappeler qu'en fait, tout le système civil, du droit civil, a été fortement développé sous la dictature napoléonienne, hein, parce que ça fait un peu désordre quand je rappelle que c'est sous une dictature que ça s'est développé, dans un délire complet d'une personne qui s'était fait empereur et, pour dépasser le système de la royauté et installer un système avec le droit. Alors on trouve que le droit, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant, mais peut-être qu'il faut remodeler la pensée pour regarder les choses en se disant, mais il y a peut-être une erreur en fait. Il y a peut-être une erreur. On s'est peut-être engagé dans une erreur, dans une habitude de penser, et puis on s'y inscrit assez facilement. Donc le droit de la médiation est associé à une provenance, hein, parce que avec le de, c'est la provenance, et c'est un droit qui est ancré dans des représentations du passé, et il en véhicule, sans qu'on y fasse attention, bien des lourdeurs. Hein. Ici, on ouvre en fait avec le droit de la médiation, et puis le droit d'une manière générale, un champ d'interprétation des textes de loi. Et on renforce, en fait, avec le droit de la médiation, on renforce quand même, malgré tout, un système de substitution. Parce qu'on ne va pas disqualifier le système tel qu'il est. On dit il existe, et puis il y a une alternative, hein, c'est le système de la médiation possible. Mais en fait, on continue la substitution, qui est de substituer la personne. Et donc il y a des gens qui vont parler à la place de la personne. On le voit avec le droit collaboratif qui est complètement paradoxal. Alors ça, c'est un gros paradoxe contemporain. Je pense que ça va être balayé dans peu de temps, mais il faut du temps pour que ça prenne. Le balayage, mais le système en fait de substitution va jusqu'au juge qui vient prendre la décision à la place des gens. Donc c'est ça qui est à réfléchir en fait. Avec le droit à la médiation, il y a l'affirmation d'un droit, et c'est un droit qui en fait qui vise à déjuridiciser, hein, et à déjudiciariser les aléas relationnels. C'est ce qu'il faut voir. Quand on a le droit à quelque chose, bien, ça a des conséquences sur les choses qui existaient avant. Hein, le droit à la médiation use de la préposition qui est tournée vers une destination. C'est le droit à quelque chose. Hein, donc c'est une destination, contrairement à l'autre qui était une provenance, hein, avec une quête de légèreté pour le droit à la médiation. Hein, on pourra parler de cette légèreté par rapport à la lourdeur du droit de la médiation. Hein, ce droit est ainsi inscrit dans un projet. Hein, là, avec ce droit à la médiation, on réduit les phénomènes de mise sous tutelle et on ouvre sur des perspectives de liberté de décision. Le concept de médiation, je voudrais revenir dessus un peu parce qu'en fait, il est ancien et il s'est modernisé. Il est très ancien parce qu'on y associait pendant très longtemps, on l'a vu, on a entendu tout de suite dans l'introduction qui a été faite de cet atelier, c'est la conciliation, finalement il y a la conciliation, la médiation. Il y a plein de bouquins qui existent qui disent la médiation, c'est un mode de conciliation. La médiation est associée d'une manière traditionnelle à l'arbitrage. Donc ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que quand on associe quelque chose à ça, ça veut dire qu'il y a une tutelle quand même qui est là. Le conciliateur, c'est une tutelle, hein, il ne faut quand même pas se raconter trop d'histoires, c'est quelqu'un qui est là et puis qui fait les choses par rapport au droit et par rapport à ce qu'il lui va considérer comme normal. Donc la conciliation, c'est très normatif, hein, il y a beaucoup de conciliateurs qui sont d'anciens gendarmes, d'anciens fonctionnaires, des gens bienveillants. Je ne conteste pas la bienveillance. D'ailleurs, au droit de la médiation, la bienveillance est complètement intégrée. Hein, on parle de résilience, on parle de bon samaritain. Dans l'héritage, c'était le bon apôtre, hein, et tous les intermédiaires je parle de tous les intermédiaires de la vie réelle, et d'ailleurs aussi les prophètes de la vie imaginaire. Tous les prophètes sont des médiateurs. Et c'est comme ça que la médiation est héritière de ce lourd passé de conception qui l'enferme dans un modèle de pensée. Donc il a fallu secouer tout ça. Hein, et quand je dis secouer, ça a été vraiment il a fallu vraiment secouer le drap et puis faire tomber pas mal de poussière, et pas que les poussières. Hein, maintenant, avec la nouvelle profession de médiateur, que j'ai appelée la profession du XXIe siècle, hein, le mot a acquis une définition spécifique. Ainsi, je peux dire d'emblée que
que le droit de la médiation est à la médiation traditionnelle ce que le droit à la médiation est à la médiation professionnelle. Et donc maintenant, je vais privilégier ici l'approche du droit à la médiation en mettant parfois en creux celui de la médiation afin de mieux fonder la proposition que je suis en train de faire. Le premier principe que je voudrais aborder, c'est que une profession ne peut pas exister sans avoir une identité dans la vie en société. Et si elle n'a pas d'encre de cette nature, elle ne peut pas exister. Ça n'est qu'une activité. Quand vous parliez tout à l'heure des lumières, toutes les lumières n'étaient pas bien éclairées, et d'ailleurs on a été héritier de choses qui sont absurdes. Hein, et ça continue, c'est encore très présent aujourd'hui. Alors donc ce que je vous propose, c'est maintenant de faire un petit bond dans l'histoire et de regarder justement du côté des lumières et de voir que le droit à la médiation, il correspond à la nécessité de la reconnaissance d'un droit fondamental. Et c'est ça qui fait que je fais un lien entre la profession de médiateur et sa légitimité sociétale, et une erreur qui a été commise par les Lumières dans la manière de considérer ce qui fait l'organisation sociale et comment les personnes s'organisent en société. Hein. Je vous dirais qu'il existe des raisons pour lesquelles le contrat social a été affirmé, il existe des raisons pour lesquelles le droit a été affirmé d'une manière aussi forte, et qu'aujourd'hui, en fait, on patauge dans le droit. Si on regarde et qu'on se dit que le contrat social est fondateur, eh bien, on a une conception de l'organisation sociale. Si on regarde autrement, on peut voir que le contrat social, le contrat n'est pas fondateur de la vie en société. C'est faux. Alors quand je dis c'est faux, bien sûr, je me mets à dos toutes les lumières avec toutes leurs bougies. En fait, ce qui fonde une société, c'est pas un contrat. C'est une entente. C'est d'abord une entente. Ce qui fonde une relation, c'est d'abord une entente. Et donc, on va développer comme ça l'idée qu'il faut renforcer les ententes. Il ne faut pas renforcer les contrats. Ça ne sert à rien, parce que le contrat, quand il tombe, ça veut dire que l'entente est tombée. Et donc, le droit à la médiation, c'est fait pour renforcer l'entente. C'est pas fait pour renforcer la polémique juridique. C'est cette conception-là. Donc, quand je vous dis que les Lumières, pour moi, se sont trompées, c'est qu'ils se sont trompés sur quelque chose qui est essentiel. C'est comment une société s'organise, et ils l'ont pensé au travers d'un mythe. Ils ont chacun, que ce soit Rousseau, Hobbes, etc., ils ont tous pensé en termes de « il faut un mythe fondateur ». Et pourquoi ils ont créé ça ? Parce qu'en fait, ils étaient sous l'influence des croyances qu'ils avaient à l'époque. Ils avaient une forte croyance, c'était la croyance dans la souveraineté, la légitimité souveraine, parce qu'ils ne pouvaient pas voir le monde autrement. Et donc ils ont créé comme ça une organisation sociale en disant, voilà, il y a une autorité souveraine, c'est logique, donc comme il y a une autorité souveraine dans l'univers, eh bien il doit y avoir une autorité souveraine dans la société, et il doit y avoir une écriture de la loi, comme il y a l'écriture biblique. C'est une reproduction en fait, c'est tout simple. C'est pas plus que ça, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'ils ont fait ça qu'il faut continuer à véhiculer ce message-là. Si on constate bien que les Lumières ont été éclairées au travers de ce qu'ils ont reçu comme héritage culturel, nous on peut voir qu'on peut faire évoluer notre pensée avec l'héritage qu'ils nous ont transmis en le faisant évoluer. Donc on n'a pas le même regard forcément sur ce qui a créé une société. On peut tout simplement dire qu'il n'y avait pas un mythe fondateur avec l'homme fondamentalement bon que la société pervertit, ou l'homme fondamentalement belliqueux dont il faut se méfier en société, et que dans les deux cas, il faut un contrat, et puis il faut écrire des lois, etc. Non, si on regarde les choses au travers de l'entente, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il est possible de développer une autre technicité, et la qualité relationnelle, l'ingénierie relationnelle, qui peut être mise au service des personnes. Et on peut sortir comme ça les personnes de la mise sous tutelle,
juridico-judiciaire, donc déjuridiciser et déjudiciariser, pour pouvoir leur permettre d'exercer au mieux possible leur liberté de décision. C'est-à-dire que le droit à la médiation permet d'étendre l'exercice de la liberté de décision, et initialement la liberté d'avoir engagé, de s'être engagé dans un contrat avec quelqu'un. Donc c'est là qu'il y a vraiment un tournant à prendre, une autre conception que du droit de la médiation, qui est une forme d'intégrer la médiation dans les textes tels qu'ils sont habituellement, et le droit à la médiation, qui amène à une profession nouvelle, qui est celle de la profession de médiateur. J'ai initié un diplôme qui s'appelle le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. La réflexion, elle s'est fortement développée dans ce creuset qui était de dire comment on va faire évoluer une profession. Donc cette profession, désormais, elle a un paradigme qui est celui de l'entente sociale, elle a un diplôme, et puis surtout, elle ouvre sur un droit. Et c'est ça qui fait que cette profession est ancrée solidement maintenant dans la société, et qu'on peut l'inscrire, ce que je voulais dire, dans une constitution, dans les constitutions des pays qui se réclament de la démocratie. Et là aussi, ça veut dire aussi dynamiser la participation citoyenne, parce que quand on travaille sur la médiation, on travaille sur la qualité relationnelle, et donc il faut qu'il y ait les deux paradigmes qui se côtoient, que ce soit le paradigme du contrat social à côté du paradigme de l'entente sociale. Mais il est important de l'affirmer. Et donc, il me semble fondamental qu'on fasse passer en premier ce qui va en premier. Et ce qui va en premier, c'est dans la relation, dans ce qui tisse une relation, c'est l'entente sociale. C'est l'entente. C'est-à-dire que l'entente peut être promue à partir du moment où on a un instrument qui fait que l'entente, ça se fonde sur la qualité des relations. Ça se fonde sur la confiance. Et c'est quand on n'a plus confiance que la relation se dégrade et puis qu'on se tourne vers le contrat. Et puis qu'on se dit, mais c'est par le contrat qu'on va pouvoir résoudre un problème. Mais le contrat n'est qu'une conséquence d'une relation. C'est qu'une conséquence de l'entente. Et le gros problème dans lequel on s'enferme souvent, c'est de vouloir traiter par les conséquences et de résoudre les problèmes au travers des conséquences. Mais c'est faux. On ne résout rien en travaillant sur les conséquences. On ne fait que gérer la situation. C'est pour ça que je fais une différence entre la gestion des conflits et la résolution des conflits. Ceux qui travaillent pas avec les conséquences, ils ne font que de la gestion. On le voit d'ailleurs avec la crise sanitaire aujourd'hui. Comme on travaille sur les conséquences, on ne fait que gérer une crise. On ne va pas la résoudre. Donc, pareil pour un conflit. Quand un conflit, en fait, on le traite par les conséquences, on ne fait pas la résolution. Mais il faut revenir à la cause. Et quand on analyse la cause, eh bien, on peut savoir que la dégradation relationnelle est la cause de la dégradation de l'entente. Et que si on sait faire qualifier, requalifier, réintroduire de la qualité dans la relation, alors on va résoudre le conflit. Et c'est là qu'il y a une vraie profession à promouvoir. Ça peut s'appliquer à l'ensemble de la société. Et là, on peut voir que la qualité relationnelle peut être quelque chose de fondateur, d'essentiel pour développer une démocratie beaucoup plus participative, parce que plus sous l'emprise de l'idée qu'il faut une autorité souveraine pour décider de tout, décider de nos libertés, décider de la liberté de décision de chacun. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup pour cette intervention qui a suscité beaucoup de réactions.